Tic-tac, tic-tac, vous avez encore 4 heures pour déposer votre dossier au Conseil constitutionnel. Les candidats à la présidentielle ont jusqu'à minuit. Délai de rigueur pour glisser leur dossier pour examination. Et ça se bouscule en ces dernières heures au portillon du Conseil constitutionnel. Comme c'est le cas pour beaucoup de candidats, le dossier de Ousmane Sonko a été déposé au Conseil constitutionnel sans attestation de la CDC, sans fiche de parrainage, puisque l'administration électorale a dit niet. Voyons tout cela avec Cher Diop. Le dépôt de son dossier de candidature au Conseil constitutionnel a été fait dans la plus grande discrétion, sans parrainage ni attestation de la caution. Ousmane Sonko se soumet au jugement des 7 sages. Ils n'ont pas exécuté des décisions de justice. Ils n'ont pas exécuté la décision du 12 octobre 2023 rendue par le juge de Ziguinchor. Ils n'ont pas non plus respecté l'ordonnance de réintégration immédiate sur les listes électorales rendue par le tribunal d'instance en place de Dakar. Or, la loi organique sur la Cour suprême et l'article L74 alinéa 4 du code électoral prévoit que les décisions doivent être exécutoires immédiatement. Et donc, en ne donnant pas les fiches au candidat Ousmane Sonko, c'est l'administration qui est en faute. À quoi peut s'attendre le leader des Patriotes avec un dossier incomplet déposé? Le candidat de l'ex-Pastef court le risque de ne pas passer. Il est très difficile de savoir au moment du dépôt quels sont les dossiers qui sont complets et quels sont les dossiers qui sont incomplets. Parce que si vous déposez, c'est le greffe qui reçoit vos dossiers. Donc ça, c'est la phase de dépôt, qui est une phase qui est libre. Chaque citoyen peut les déposer. Maintenant, passé cette phase de dépôt, il y a ce qu'on appelle la phase de traitement juridique des dossiers. Donc c'est au moment de cette phase où le Conseil constitutionnel va procéder au traitement des dossiers. Là, le Conseil va apprécier parce que dans le dossier, il y a des pièces qui sont obligatoires. Forcément, vous devez les déposer. Donc, au moment du traitement juridique des dossiers, si le Conseil constitutionnel se rend compte qu'effectivement, il y a des dossiers qui manquent, mais le Conseil en tirera toutes les conséquences. Cependant, ce spécialiste du droit public tranche. Il estime que nul ne peut empêcher à Ousmane Sonko d'être candidat. Le candidat Ousmane Sonko est recevable à candidater et son dossier doit être déclaré recevable par le Conseil constitutionnel. Et je le rappelle, il est arrivé dans la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel que le Conseil déclare des dossiers recevables avec des pièces manquantes mais complétées par des exploits d'huissier. Si le manquement est dû à la faute de l'administration, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a eu des décisions notamment celle du 15 novembre 1998, du 15 avril 1998, c'était des élections législatives. Il y avait une pièce manquante par rapport au cautionnement, mais le Conseil constitutionnel avait accepté à l'époque le dossier de candidature de la liste pour ces élections législatives parce que très précisément, le manquement n'était pas dû au candidat. Selon l'article L121 du Code électoral, la déclaration de candidature doit être accompagnée d'un certificat de nationalité. La liste des électeurs ayant parrainé le candidat présenté sur fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à l'article L57, une déclaration sur honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal, entre autres pièces. Cher, et parmi les candidatures déjà déposées, celle des anciens premiers ministres Mohamed Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré et Souleymane Ndéné Ndiaye. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, et l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye ont eux aussi déposé leur candidature. Écoutons leurs mandataires respectifs interrogés par Mame Biram Diouf. Vraiment ficeler un dossier béton. On a travaillé d'arrache-pied parce que nous sommes aussi un parti habitué à aller à des élections. Depuis 2012, toutes les formes d'élections qui se sont présentées dans ce pays, on a été à ces élections. Et aujourd'hui, vu la situation actuelle du pays, vu la situation actuelle de l'Afrique et du monde,
les Sénégalais se sont levés pour dire au docteur Cheikh Tidiane Gadio, vous êtes l'homme qu'il nous faut pour resséréner le pays, pour ramener la tranquillité, pour ramener l'espoir, pour ramener la paix. C'est pourquoi nous osons espérer qu'au sortir de ces élections, vous allez avoir un nouveau président à la personne du docteur Cheikh Tidiane Gadio. Donc c'est ça que je voulais dire. Nous avons effectivement remis au greffe du Conseil constitutionnel l'entier dossier de candidature de M. Aly Ngouille Ndiaye, investi par la coalition Aly Ngouille 2024. Séance tenante, le greffier nous a invités à une séance de tirage au sort le jeudi prochain à 10h pour déterminer l'ordre de passage des candidats. Et le CNRA appelle au respect du code électoral. Le gendarme des médias met en garde les journalistes pour une bonne couverture médiatique en bonne et due forme. Le point avec Ibrahim Makan. CNRA met en garde les médias sénégalais. Durant la période de pré-campagne qui s'étend du 5 janvier à 0h au 3 février à minuit, il est interdit à tous les médias confondus la diffusion de toute manifestation ou déclaration de soutien à un candidat, un parti politique, une coalition de partis politiques, une liste de candidats faite directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement de personnes, quelle qu'en soit la qualité, nature ou caractère, lors des visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifié, effectuées par toute autorité de l'État sur le territoire national. S'agissant de la campagne électorale, le CNRA informe dans son communiqué qu'elle s'ouvre officiellement le 4 février à 0h pour se terminer le 23 février à minuit. Concernant sa couverture médiatique, la RTS, l'audiovisuel public, a l'obligation de respecter le principe d'égalité dans le temps d'antenne mis à la disposition des candidats. Les autres médias, pour leur part, sont également tenus de veiller au respect des règles d'équité et d'équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de la campagne électorale. Quant aux radios de proximité ou communautaires, elles sont interdites de traiter toute activité relative à la campagne électorale. Toutefois, elles peuvent diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la paix et à la sensibilisation sur le scrutin. Le CNRA rappelle également aux médias que la veille et le jour du scrutin, au premier tour comme au second tour s'il y en aura, qu'il est formellement interdit de diffuser ou de rediffuser toute activité assimilable à une campagne électorale. Concernant les résultats du scrutin, le CNRA précise que les médias dans leur ensemble ne doivent diffuser que les chiffres provenant des instances habilitées. Merci Ibou, et voilà ce que nous pouvions dire sur les préparatifs de cette compétition électorale. À la une également de l'actualité, la Marine nationale sénégalaise, la Marine nationale a accueilli aujourd'hui Niani, le deuxième patrouilleur de haute mer, lance-missile OPV 58S à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar. Niani qui se lance après le Wallo. C'est un reportage de Abdoulaye Diop. Voilà Niani. C'est le deuxième patrouilleur de haute mer lance-missile OPV 58SC réceptionné par la Marine nationale sénégalaise. C'est un nouveau navire équipé de canons de 76 mm et de 20 mm, ainsi que des missiles Marté et Simbat RC, avec un système de combat de dernière génération. Il a une longueur de 62 mètres et une largeur de 9,5 mètres. Parce que c'est un navire qui est doté de capacités d'abord de combat exceptionnelles, surtout dans la sous-région. Donc le bateau a des capacités de lutte dans les deux environnements majeurs, donc qui est l'environnement aérien et l'environnement surface, parce que c'est un navire qui est doté de capacités d'abord de combat exceptionnelles, surtout dans la sous-région. Donc le bateau a des capacités de lutte dans les deux environnements majeurs, donc qui est l'environnement aérien et l'environnement surface. Son équipage est composé de 37 personnes, dont 5 femmes, et avec à sa tête le capitaine de corvette Hassan Sey. On a quitté Brest le 16 décembre le matin. On a fait escale à Casablanca, 3 jours, escale de routine.
C'est originaire du village de Minam, situé à 7 km de Tivaouane et formé en Angleterre. Il a 42 ans et bénéficie d'une expérience en mer de 16 ans. Il nous explique les missions de Niani. De police en mer, recherche sauvetage assez facilement, lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre les trafics de drogue, surveillance et protection des plateformes offshore, pétrolières et gazières. Niani, c'est un outil de surveillance maritime et aérienne en temps de paix et de guerre. Après le Wallo mis en service en juillet 2023, le Sénégal attend le Cayor, actuellement en cours d'armement. Merci Abdoulaye. Niani accueilli sous le rythme de Niani Baina. L'actualité, c'est aussi les affaires qui se corsent pour Ndella Madior Diouf. L'enquête toujours en cours révèle que 6 blessés, 6 bébés décédés ont été enterrés clandestinement selon le journal L'Observateur. L'accusé signait les actes de décès à travers sa structure SOS Santé. À Sacré-Cœur, quartier où la fameuse pouponnière était implantée, vous allez le voir, l'affaire est sur toutes les lèvres. C'est un reportage de Abi Faye. C'est dans cette maison que Ndella Madior Diouf avait sa pouponnière. Dans ce quartier de Sacré-Cœur réputé calme, le domicile est fermé à clé. Impossible d'y accéder parce que la femme de charge nous refuse l'entrée. Les voisins n'ont pas tardé à répondre à nos interrogations. Une affaire qui défraie la chronique. Et c'est dur parce que l'enfant est un être sensible. Elle devrait avoir de l'expérience d'abord avant d'ouvrir une pouponnière. Selon les informations, des enfants y ont perdu la vie et ont été enterrés de manière clandestine. Ça nous fait mal parce que ce n'est pas ce que nous attendions de Ndella. Mais Dieu va apporter lumière sur cette affaire. Chacun a un enfant, c'est pour cela que ça nous fait mal. Et voir une célébrité dont de beaux draps aussi n'honore pas la cité. Pour certains de ses voisins, Ndella s'est trompée de bonne foi. Je pense qu'il faisait une bonne chose avant que cet incident ne survienne. Je ne m'y attendais pas. Mais on ne lui souhaite que du bien. Il faut quand même qu'on essaie de trouver une solution. Voilà. L'affaire est pendante devant la justice et nos interlocuteurs veulent plus de lumière dans cette affaire. Que justice fasse son travail. Si c'est elle qui a fauté, qu'on la sanctionne. Au cas contraire, on la libère. Et laissons la justice faire correctement son travail. Dieu est là, ainsi que la justice. Et chacun fera son travail. Dans son domicile, seul son père y est au premier étage selon un proche de la famille. En attendant, Ndella est toujours entre les mains de la justice en attendant la suite de cette affaire. Et venons-en à ce litige. Une centrale syndicale, 2 secrétaires généraux, Moussa Sissoko et Mbalo Djatcham, revendiquent tous les deux le poste de secrétaire général de la FGTSB. L'un se dit intronisé par le défunt Sidi Ndiaye, l'autre se dit légitime parce qu'élu par les travailleurs. Explication, Fatou Bintou Kanté. La guerre des secrétaires généraux, si l'on peut l'appeler ainsi, entre Moussa Sissoko et Mbalo Djatcham, chacun prétend être le secrétaire général de cette centrale syndicale, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Je suis la deuxième personne morale de la FGTSB. Cela a été consacré par notre fédération du vivant de Sidi Ndiaye. Et je pense que vous avez bien vu les vidéos de cette consécration-là, de cette installation officielle. Avoir de la prétention, dire que vous êtes le secrétaire général d'une centrale syndicale dont vous ne détenez pas les comptes bancaires, vous ne cotisez pas dans cette centrale, vous n'avez pas la carte de membre de la centrale et vous vous plaisez à dire aux gens que vous avez été intronisé par Sidia. Mais c'est ridicule ça. Comment on peut être intronisé dans une association? C'est les travailleurs qui élisent. Mais Sidia Ndiaye, la FGTS n'est pas sa propriété privée, ce n'est pas son patrimoine. Sidia ne peut pas
introniser quelqu'un comme... Moussa Sissoko, sur les 18 syndicats que compose cette centrale syndicale, les 15 ont voté en sa faveur. Nous avons signé une résolution sur les 18 centrales organisations syndicales que constitue la FGTS, mais les 15 ont porté leur choix sur ma personne. Et ça, on a commis un huissier de justice qui est venu valider de l'authenticité même de ces signatures-là. Selon lui, il est impensable de laisser Mbalo Diacham diriger leur syndicat après avoir combattu durant 30 ans à côté de feu Sidia Ndiaye. Nous avons combattu avec Sidia pendant plus d'une trentaine d'années. Nous n'accepterons pas que quelqu'un sorte de je ne sais pas d'où il vient venir s'accaparer de ça. Il est mu que par des intérêts crypto-personnels. Ce monsieur-là, il fait de la propagande syndicale. Et aller à Genève ne fait pas de lui le secrétaire général de ce syndicat, selon Moussa Sissoko qui estime que Mbalo Diacham n'a rien compris. Je suis allé à Genève sur son instruction pour le représenter à cette conférence internationale. Mon avis, je lui ai dit, moi je ne suis pas concerné, moi ça ne m'intéresse pas. Vous êtes malade. Moi, je suis à Dakar. Moi, je préfère rester avec vous ici que d'aller à Genève. Qu'est-ce que je vais faire à Genève? Moi, ces choses-là, il ne s'intéresse qu'à ça. En tout état de cause, un congrès sera déterminé lequel des deux est le nouveau secrétaire général de cette centrale syndicale. Tout autre chose, allons à Touba. La campagne de levée de fonds pour la construction du musée Keur Barkelou lancée à travers la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Reportage Pape Balagay et Talassamp. Vulgariser les enseignements du guide du mouridisme et préserver son patrimoine des défis de l'heure, une conviction du docteur Serigne Khadim Ngom. À travers la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, il sera question d'exposer la ligne doctrinale de Serigne Touba Khadim Rassoul, souligne le coordonnateur de la semaine du patrimoine, docteur Khadim Ngom. Nous sommes dans un monde qui est un village planétaire. Nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Le patrimoine est dans notre histoire ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus valeureux, qui détermine notre présent et qui va déterminer notre futur. Serigne Touba constitue pour le Sénégal, pour l'Afrique, cette denrée rare, je dirais même inexistante ailleurs, que nous avons à offrir à l'humanité. C'est pour exposer sur ce patrimoine de Serigne Touba que nous avons retenu cette semaine un ensemble de photographies récemment acquis et authentifiées de Serigne Touba Khadim Rassoul. Un musée va être érigé au sein de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim pour abriter ces objets et entre autres patrimoines. Je vous ai parlé tout à l'heure du modèle de financement endogène mouride. Donc une levée de fonds accompagnera cette semaine avec la commercialisation sous forme de barkelou, des répliques, des photographies. Nous avons tenu compte de toutes les bourses. Elles coûteront 2500, 3000 francs CFA ou 5000 francs CFA. Le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans son élan de bonté, nous a gratifié d'une dédicace, remerciant les différents acquéreurs avec une signature de par son nom, Serigne Mountakha Mom Serigne Bassirou Ibn Cheikhoul Khadim. Cette dédicace sera apposée sur certaines photographies qui constituera la série limitée de 500 exemplaires et ces exemplaires seront vendus pour la somme de 1 million de francs CFA. Une campagne de levée de fonds lancée pour financer les 10 projets Cheikh Ahmadoul Khadim va être célébrée du 2 au 6 janvier prochain dans la capitale sénégalaise, une manière de sensibiliser les jeunes générations sur les œuvres et enseignements de Serigne Touba Khadim Rassoul. Parlons de l'exposition d'art du peintre et cher franco-italien Luciano Genovesio, une trouvaille intitulée l'Expo Dubaï à Dakar, une initiative qui a permis à l'artiste passionné d'art et amoureux du Sénégal depuis plus de 10 ans de partager son savoir-faire avec le grand public, plus d'une trentaine de toiles, pour la plupart des productions proches du 15e et 16e siècle. Voyons tout cela avec Ibou Diouf.
Lui, c'est Luciano Genovesio. Cet artiste peintre est l'auteur de la peinture murale la plus célèbre en France, la fresque de la gare de Lyon. Il est aussi l'initiateur de l'expo Dubaï à Dakar. Et avec ses œuvres, Genovesio a atteint la perfection. Cette exposition est le résultat d'un voyage à Dubaï. Donc le thème c'est Dubaï, au Sénégal. Donc la technique employée, ce sont des huiles sur toile. On cherche tout le temps le meilleur moyen d'exprimer des sentiments. Et le meilleur moyen d'exprimer des sentiments, c'est d'avoir un bon outil, un outil de technique durable. C'était aussi le but, c'est de montrer qu'on peut aussi bien faire de l'abstrait ou du figuratif, tout en gardant des techniques ancestrales. Chaque tableau est une représentation construite à partir de toute une imagerie paysagère et donc climatique. Ce passionné d'art, depuis l'enfance, s'est transformé dans les plus grandes écoles françaises, mais aussi avec de grands noms de la peinture. J'ai fait ça depuis tout petit et à 17 ans je suis rentré dans une entreprise qui m'a pris sous son aile et à 24 ans j'ai été patron de cette entreprise avec 35 employés et on a parcouru toute la France comme des compagnons pour restaurer les œuvres abîmées dans les cathédrales, dans les musées. Depuis quelques jours, Luciano Genovesio, élève du grand Jean Masselé, est en terre sénégalaise. Les chercheurs de Borderline apprécient beaucoup le niveau des artistes sénégalais. Beaucoup de très bons jeunes artistes. Et peut-être ce qui leur manque, c'est la technique. Et moi, je suis prêt à les aider. On a un programme là avec Malik Wad de donner des cours de perfectionnement technique, c'est-à-dire pour que leurs œuvres durent à la postérité. Luciano Genovesio est artiste et plasticien, restaurateur de peinture ancienne, création de décors anciens. Ce Français d'origine italienne a atteint la maturation parfaite chez les meilleurs dans le domaine de la peinture à partir de septembre 1967. Merci vous. Et puis l'association des anciens élèves de l'ENSA Pierre Ndiaye lance le réseau des alumni de l'ENSA et rend hommage à Pierre Ndiaye, ancien secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. La rencontre tenue à l'ANST fut l'occasion de faire un plaidoyer pour le développement de la statistique. Réunis aujourd'hui, c'est la mise en place d'un réseau d'alumni, les sortants de cette école et du département de statistique de l'ex-ENEA, qui sont aujourd'hui de hauts fonctionnaires répartis dans le monde entier. Nous l'avons vu tout à l'heure dans les statistiques, en dehors du Sénégal, une bonne partie des alumni résident aujourd'hui au Canada, en France et dans les pays africains. Il est important que cette communauté puisse s'organiser pour ensemble d'appuyer l'école dans son développement, appuyer les étudiants en cours de formation et contribuer de façon plus significative au développement de la statistique et au développement de nos pays. L'objectif que nous avons, c'est tout d'abord de promouvoir les relations entre les élèves, les alumni et les élèves qui sont à l'ENSAE, mais aussi à travers d'organiser des conférences, des formations pour établir ce lien-là. Mais entre nous aussi d'aider à l'insertion professionnelle des membres du RAED et également de faciliter en fait, de mettre en place un comité qui va permettre à tout un chacun de pouvoir participer pleinement en fait à la réussite de ce réseau-là. Donc le bureau qui se mettra en place saura poser les jalons nécessaires pour arriver à cette fin. Dans l'actualité sportive, début de la Coupe d'Afrique de football le 13 janvier prochain, la fête du football africain. Concernant la tanière, le chantier de la défense en question, qui pour accompagner Koulibaly et Mendy en défense, c'est un reportage de Cher Sadibou Diarra. Le Sénégal va pouvoir encore compter sur une bonne défense pour reconquérir le titre continental en Côte d'Ivoire. Les états de forme des titulaires sont rassurants. Une grande équipe, c'est d'abord une solide défense. Mendy qui a retrouvé vraiment ses réflexes d'excellents gardiens de but et qui est en très bonne forme, en très grande confiance. Et Kalidou, c'est de l'habituel, il a encore gravi les échelons en termes d'assurance et de confiance, et ça c'est une excellente nouvelle. Nos craintes à gauche semblent moins importantes qu'à droite.
Parce que Jacob nous offre de la jeunesse et de la vitesse. Là où on avait lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais Sabaly, ce serait la série sur le gâteau pour une excellente défense et une très bonne défense à tout point de vue. Malgré les doutes concernant Sabaly, le sélectionneur Aliou Cissé a les moyens de son ambition du côté de la défense des Lions. Il semble avoir une option pour Krépin Diatta pour jouer le piston droit au niveau de sa défense. Bonavana, Krépin a donné une meilleure satisfaction à ce niveau-là que l'autre. Peut-être il y a des améliorations au niveau de la race qu'il faut voir. Mais sinon, avec Koulibaly, Edouard Mendy, la structure défensive est très solide. Et elle peut être la rampe de lancement pour aller reconquérir le titre. Socle des succès du Sénégal sous le magistère d'Aliou Cissé, le secteur défensif des Lions est en net regain de forme par rapport à la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Un retour en forme qui constitue une bonne nouvelle à quelques encablures de la CAN 2023. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.